Cette semaine, dans le balado, on est mandaté pour être juré, on boit beaucoup de café et notre couple prend un drôle de tournant. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Bredon. Salut Jeff! Salut! Est-ce que finalement, le film d'horreur pour toi, c'était celui où on boit beaucoup de café? On abordera la question dans quelques instants. Parfait. Petit tour d'actualité. Semaine encore assez tranquille, mais quand même, on a un peu plus de précision pour le nouveau James Bond parce qu'on a annoncé le scénariste. Ah ouais, OK. Moi, et je pense que c'est un très bon choix, honnêtement. François Les Tourneaux. Oui, on va amener la twist. C'est comme ça que je t'aime à James Bond. On va réinventer. À Sainte-Foy, James Bond à Sainte-Foy dans les années 70. Donc non, ce n'est pas un Québécois, malheureusement, mais c'est Steven Knight qui est le créateur de Peaky Blinders. Oh, OK. Que je n'ai pas vu, mais que j'entends parler en bien depuis plusieurs une ou deux années. saisons. Mais ouais, oui, OK. Fait que je sais que c'est une série qui est très appréciée. Ouais, puis il y a des... Je sais même plus si c'est vrai ou pas, là, des rumeurs qu'il y aura un film. Oui, c'est plus que des rumeurs. Je pense que si c'est pas en tournage, ça va l'être bientôt. Mais je pense que c'est un film qui va être sur Netflix. plateforme. Là. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'était ailleurs avant, la série. Puis à un moment donné, je pense que le studio, la chaîne télé, ou en tout cas, a laissé tomber. Puis Netflix a repris pour la dernière saison. Fait que là, c'est eux qui sont les gros durs avec ça. Ouais. Tout à fait. Donc, bien hâte de voir ce que Steven Knight va faire avec Peaky Blinders. Mais je pense que ça peut être un bon... Avec James Bond, ouais, plutôt, oui. Donc, j'espère qu'il va y avoir au moins à mener. C'est parce que les gars, ils ont toutes des petites capines dans Peaky. Puis là, ils mettent des lames, là. Ils sont toujours en train de se battre, mais ils se battent beaucoup, genre couteau de poing américain, puis des petites lames, puis des affaires. Là. C'est pas des mitraillettes tant que ça. Fait que, je sais pas, ça serait un peu comme Hot Job, là, à l'époque, là, dans les vieux qui lançaient son chapeau, ou son soulier, son chapeau. C'était le chapeau. C'était le chapeau, puis c'est dans Austin Powers que c'est le soulier. Qui avait parodié, effectivement. Fait que peut-être qu'ils vont ramener ça. Étant fan de Céline Song, on apprend son prochain projet, mais en tant que scénariste seulement, elle ne sera pas réalisatrice. Elle est embauchée pour écrire une suite à la comédie My Best Friend's Wedding avec Julia Roberts de 97. C'est l'effet matérialiste. Écoute, elle demeure dans le thème du mariage. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, on va croire que là, les années 1990 vont être à l'honneur dans les prochaines années. On va pousser la nostalgie. C'est ça, épuiser les années 80. Fait que là, on monte d'une décennie. Là. Ouais, tout à fait. Déjà, le rétro 2000, en cinéma, on l'a pas vu beaucoup encore. Quoi qu'il y a eu le très oubliable film d'horreur sur le bug de l'an 2000. Là, qui a eu, mais on doit être des années 90. Là. Fait que bien curieux, honnêtement, je pense qu'elle peut faire sûrement quelque chose de très bon. Là. On s'entend que c'est une excellente autrice. C'est ça que tu voulais impliciter que Naked Gun, en fait? C'est aussi le fait là, que cette semaine, on parle de Naked Gun, c'est les années 90? Oui, effectivement. C'est fin 80, le premier? Le premier, c'est 88, mais les deux autres, évidemment, c'est dans les années 90. Fait que oui, on a un peu... ce ressurgent. Puis on avait... I Know What You Did Last Summer aussi, le Pacte du silence qui est en ce moment, tout ça. Donc, fait que oui, je pense qu'on nage en pleine nostalgie des années 90. Je pense que c'est aussi, peut-être par rapport à une bonne histoire pour une suite, mais l'âge sûrement médian des consommateurs. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu peux plus faire juste des trucs des années 70 parce que là, peut-être que l'âge moyen, ils sont rendus, je sais pas, 50 plus, puis ils considèrent qu'ils vont moins au cinéma ou X affaires. Fait que si tu vises toujours du genre 35-45, ben là, t'es rendu à viser les années 90 pour ton produit. Là. Effectivement. Une espèce de recette capitaliste là, des produits dérivés, puis des suites, puis des reboots, puis etc. Là. Donc, à suivre. Et puis... Ça va être le divorce de mon meilleur ami, finalement. Écoute, je sais pas. Ça finissait comment, ce film-là, donc? Parce qu'elle, c'est qu'elle allait... Elle était comme... Étais-tu... Ben non, parce que c'est son meilleur ami, fait qu'elle était pas fille d'honneur. Parce que dans le fond, elle était amoureuse de lui, mais lui, il se mariait avec quelqu'un d'autre. Avec Cameron Diaz. Ah, je me souviens pas de ça. C'est qui le gars? C'était-tu Patrick Dempsey? Non. C'était Dermot Mulroney. Ah, ouais, ok. Il n'a pas joué dans Scream, justement, lui. Ah non, je le mélange avec un autre Dermot quelque chose, je pense.
Ouais, je pense pas qu'il jouait dans les Scream. Il y a un autre Dermot. Ah oui, non, il il était dans le dernier. Puis oui, faisait oui, c'est ça. Faisait le père de... Puis finalement, c'était peut-être... Oui, effectivement. C'était un policier, père, tueur, vengeur et tout. Là. OK, oui, c'est ça. C'était ce Dermot-là. Ben, je me souviens plus comment ça finissait. Est-ce que moi non le plus, mariage? honnêtement. Je pense qu'ils finissaient ensemble, là, étaient finalement en paix avec... cette décision-là qui était vraiment en amour, puis mais écoute, je l'ai pas revu depuis l'époque, fait que va falloir peut-être que je me tape ça. Ben, le jour une rétrospective Julia Roberts, quand comédie ça sera romantique. confirmé, là, écoute, t'es en écriture, fait que si ça a tout le feu vert puis qu'on voit un film en 2027-28, ça pourrait être 27 pour les 30 ans, là, ça serait genre c'est ça, 97? Okay. Ouais. Ils doivent pousser pour ça, d'après moi. J'ai l'impression que oui. Sinon, ça c'est plus un petit fun, même pas un fun fact, mais une petite observation. Je sais pas si tu as vu circuler, je pense que c'était avant-hier. Jason Momoa a posté une petite vidéo très humoristique où il se rase la barbe pour le tournage de Dune 3. Donc, ça faisait quelques années qu'il l'avait. Alors, il dit seulement « Pour toi, Denis, que je fais ça. » Et il se rase en direct sa barbe. Oui, mais la grosse révélation, c'est plus qu'il est dans Dune 3. Là. Fait que je sais pas... Il était laissé pour mort, son personnage, dans le 1. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent Dune, ce n'est pas une révélation, parce que son personnage revient sous forme de clone dans... Ah, ben tu vois, je pense que c'est ça. C'est ça. Pour ceux, les vrais savent, mais moi, je savais pas ça. Ouais. Fait que... Bonne annonce cette semaine. Je pense que c'est un film que tous les deux, on attend avec grand plaisir, qui sortira cette automne. Ouais. Valeur sentimentale, Sentimental Value, je pense que c'est son titre officiel. Il y a un titre norvégien où il s'appelle quand même Sentimental Value. Je pourrais pas dire. C'est le nouveau film de Joachim Trier, je sais pas comment il le prononce là-bas. Lui qui avait fait The Worst Person in the World, je lis en 12 chapitres il y a quelques années. Et c'est un film qui s'est distingué à Cannes. Grand prix du Festival de Cannes. Ouais, pas plate quand même. Ouais. Ce qui est un peu comme la médaille d'argent. Oui, tout à fait. Ouais. Après la Palme d'Or, je pense que c'est le plus prestigieux. Qui met en vedette, j'ai comme rien noté, je vais de mémoire, Renate Reinsve, qui était dans plusieurs de ses films, en fait, qui est maintenant la nouvelle actrice norvégienne qu'on voit un peu partout. Autant dans du cinéma indépendant quand même, mais pas encore dans Marvel. J'ai l'impression que ça va s'en venir. Sûrement. Puis, Stellan Skarsgård. Le papa Skarsgård. Puis c'est qui joue sa sœur, non? C'est une actrice norvégienne, mais il y a Elle Fanning qui joue une jeune comédienne américaine. Parce que dans le fond, l'intrigue tourne autour du père Skarsgård, qui est un réalisateur très connu. Sa fille, jouée par Renate, est une comédienne de théâtre. Elle se fait offrir de jouer dans le film de son père, mais on comprend que leur relation elle a des daddy issues. Donc, il va offrir le rôle à la jeune ingénue Elle Fanning, une actrice en vogue, et qui va l'accompagner, je pense, sur les plateaux de tournage. Je pense qu'il tourne en Norvège, mais en tout cas, bref. Et là, ça va remuer le passé des deux sœurs avec leur père et tout ça. Mais honnêtement, ça a l'air très bien. Esthétiquement, ça a l'air très beau aussi. Et fait que moi, je suis juste un cinéaste qui voudrait que je découvre ses premiers films, honnêtement, que j'ai pas encore écouté. Tout à fait, coupable. Mais ça va faire, je pense, partie de ma tâche avant de voir Valeur sentimentale, qui prendra l'affiche en novembre. 14 novembre, en date. Mais je sais pas si ça va être partout ou le classique Montréal, Toronto, puis la suite. Là, je sais pas encore. Donc, à suivre, mais vraiment une nouvelle voie, je pense, dans le cinéma international qui prend de plus en plus de place, Joachim Trier. Ben oui, surtout que des fois, ça arrive, un film qui fait jaser, puis qu'on voit partout, puis là, tout de suite, les films suivants, c'est comme, c'était vraiment la grande œuvre, mettons. Puis c'est bien correct, tout le monde peut pas... C'est impossible d'avoir toujours un meilleur film, puis plus grand, puis toujours, là. Mais là, d'avoir un deuxième un peu coup de circuit comme ça, là, dans le sens là, qui est reconnu à l'international, puis que plusieurs marchés acceptent d'ouvrir, puis etc., je pense que oui. Et moi, en plus, une des raisons que j'ai le goût de le voir, c'est que je ne sais pas si ça se déroule à Oslo, mais si oui, j'ai hâte de voir les lieux, parce que j'ai réécouté The Worst Person in the World avant mon voyage, pour essayer de cibler des endroits. Et effectivement, j'ai été à quelques places, mais pas la librairie où elle travaille, son personnage, qui existe vraiment.
T'es pas très loin d'où on était, il m'a manqué un peu de temps et tout ça, mais si j'y retourne un jour, je vais y aller pour mon plaisir. Mais j'ai visité le fameux parc où ils se promènent, puis il y a toutes sortes de statuettes là, de personnages et tout fait ça. qu'on niaisait avec ton pèlerinage de Mission Impossible, mais finalement, t'as fait un pèlerinage de... J'aurais pu, effectivement. Écoute, j'ai pas fait de recherche, mais si ma mémoire est bonne, le Worst Person in the World terminait sa trilogie sur Oslo et tout. Fait que ces 2 autres films norvégiens précédents le traitaient. Ouais. Fait que là, je pense que lui doit être moins centré là-dessus. Je pense qu'il est un peu sorti de ça, comme on dit. Là. Ouais, remarque en même temps, Oslo, c'est comme un peu la capitale culturelle. Là, fait que je... mais peut-être que la ville est moins au cœur du récit. Ça se peut bien, effectivement. Alors, allons-y avec les sorties de la semaine. Parlons de nostalgie, justement. The Naked Gun d'Akiva Schaffer. Ouais, l'agent fait la farce au Québec. On retourne au titre de base. Là, il n'y a plus de... C'était quoi à l'époque qu'il y avait eu les suites? 1,5? 2,5, 33 et 1 tiers. OK, c'est ça. C'est pas un remake du premier non plus, c'est pas la même histoire. Nouvelle histoire, mais aussi nouveau comédien façon de parler, nouveau Frank Drebin en fait. C'est Liam Neeson qui reprend le rôle de Leslie Nielsen. Ouais, mais il joue son fils. C'est ça, ouais. Fait que c'est... Puis on le voyait dans une bande-annonce, on le présente là, il essaie d'être à la hauteur de son père, dans le fond. Et ce classique où l'enfant refait exactement le même métier que son père, finalement, que son parent, disons. On retrouvera au générique aussi des contes des années 90, Pamela Anderson et Paul Walter Hauser, le Canadien chouchou Kevin Durant et Danny Austin qui fait un méchant milliardaire. C'est toujours des bons méchants. Des bons méchants, exactement. Je pense que c'est son casting, ça doit être... J'ai-tu déjà fait autre chose que des méchants? J'avoue. Je sais pas. Sûrement dans genre une comédie romantique ou une affaire de même peut-être, là, mais Dex, c'est un petit peu gentil méchant fusil. Il est là. Dans X-Men aussi, je pense qu'il faisait un méchant à un moment donné, puis tout. Là. Donc, Frank Drebin, si on se souvient, c'est que Naked Gun, c'est un genre de... c'est une comédie de gags visuels, ça mitraille, c'est des blagues à 2 à la minute pratiquement. C'est ça, des gags visuels, des jeux de mots, de l'imbécilité. Fait que dans le fond, Drebin, il est comme extrêmement gaffeur, mais comme sans le savoir. C'est le genre de comédie où lui, il se prend au sérieux, mais tout ce qu'il fait est comme débile dans un monde un peu surréel, là, rempli d'imbécilité. Puis il va se retrouver à enquêter sur un accident d'auto mortel qui va l'amener à rencontrer la séduisante Beth Davenport, donc jouée par Pamela Anderson, qui est une romancière qui écrit justement des polars. Petit clin d'œil ici à Basic Instinct et Sharon Stone. Oui, c'est vrai, voilà. Et tout est beaucoup des référents quand même datés, si on veut, là. Qui est la sœur de la personne qui est morte dans cet accident de voiture électrique, il faut dire. Et donc, leur enquête va les amener vers Richard Kane, qui est joué par Austin, qui est un richissime inventeur d'une automobile électrique révolutionnaire. Et on va découvrir qu'il a un plan sordide pour l'humanité. Fait que c'est très léger. Oui. Moi, j'avais une crainte. Toi, t'avais une crainte, puis c'était Liam Neeson. Ouais. C'est vrai que partout, on accuse que on l'a pas vu souvent faire de la comédie. Pas jamais, mais pas souvent. C'est sûr qu'à il était tombé dans sa talle de films d'action, puis de Taken et autres policiers alcooliques qui combattent sauvent la veuve et l'orphelin et tout. Là. Moi, je trouve qu'il y a quand même le bon bagou pour le faire. Je te laisserai avoir ton opinion là-dessus par la suite. Puis, on garde, c'est ça, comme je disais, ce rythme-là, il y a des blagues tout le temps, mais moi, ma crainte, c'était quand je voyais la bande-annonce, on dirait qu'on mettait beaucoup l'emphase, surtout peut-être j'en voyais plein sur les réseaux sociaux, puis sur YouTube, puis c'était tout le temps comme la blague de diarrhée, puis il mange des chili dogs, puis il faut qu'il aille chier vite. Puis là, j'étais comme, OK, ça va-tu être un gag sur 2 scatophiles, puis de vomi? Puis finalement, non, c'est vraiment le seul gag qui est de ce niveau-là. Il y en a une scène qui est plus gag sexuel, mais le reste, c'est quand même très bon enfant. C'est un film, je pense, qui est 13 ans et plus au final à cause de la stupidité de certains trucs. Là. Ouais, c'est ça, un peu de vulgaire. Mais il y a quand même l'amour. Ça fait longtemps que j'ai vu les premiers, mais de mon souvenir, c'est vraiment dans le même esprit.
Et moi, ce qui m'a plus marqué, mettons, l'album du peuple. Là, François Pérusse, là, cette folie-là de jouer avec les mots, avec les sous-entendus. J'ai vu le film en version originale anglaise, toi aussi, fait que je ne sais pas comment toutes ces affaires-là ont été traduites. J'imagine du mieux possible. On fait des traductions québécoises aussi, fait que j'imagine qu'ils passent bien en français aussi. Là. Fait que c'est ce film-là, excuse, que tantôt dans l'entrée de jeu, tu disais une abondance de café. On joue des policiers qui ont toujours un café jetable à la main, puis des scènes, les cafés sont de plus en plus gros, puis on n'arrête pas de jette son café, voici un nouveau café, ah tiens ton café, puis des mains qui sortent de nulle part pour offrir des cafés. Là. Écoute, tu l'as dit d'entrée de jeu, quand j'avais vu la bande-annonce, la première, je pense, tu étais enthousiaste, l'espèce de teaser. Ouais. Mais écoute, j'étais confiant parce que c'est Seth MacFarlane qui est le producteur, avec Akiva Schaffer, Lolly Island, réalisateur, co-scénariste. Fait que je me disais, s'ils sont capables, eux sont capables. Mais j'avais quand même des réserves. Je dois avouer que, tu l'as dit, puis là j'ai réécouté les films moi, vraiment récemment, je voulais me replonger, ça faisait longtemps que je les avais vus. Fait qu'on respecte très bien l'esprit, effectivement, des films originaux. Beaucoup de narration aussi. On s'amuse sur les films de détectives, d'enquête, films noirs et tout ça qu'ils faisaient aussi à l'époque. Puis ça rencontre avec le personnage de Pamela Anderson. La première fois qu'elle va dans son bureau, c'est côté femme classique. Fatale, je me demande s'il n'y a pas même un vieux ventilateur qui tourne dans son bureau, là, juste pour dire. Là. Donc, on respecte bien l'esprit des films. Honnêtement, le film contient de très bons gags. Mais j'ai encore ma réserve avec Liam Neeson. Moi, j'ai pas embarqué, honnêtement. Je pense que ça aurait pris un autre comédien qui dégage juste un peu plus de... quelque chose d'un peu plus sympathique, je trouve. Mais au-delà de ça, je pense que si vous aimez Liam Neeson et vous embarquez, je pense que vous allez passer un très bon moment. Puis même à la limite que vous n'êtes pas un grand fan de Neeson, je pense, mais vous êtes fan de Naked Gun, je pense que vous allez assez vous amuser. On trouve assez de gags pour nous garder avec le sourire tout au long du film. C'est un film quand même bref. Là. C'est ça, 1h25 avec quand même un bon générique. Fait que c'est à peu près de 1h20 de film et de gags. Mais je crois que plus long que ça, on aurait tiré une intrigue qui est quand même mince puis qui a toujours été assez mince dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Puis maintenant, finalement, c'est le format. Les shows d'humour sont rendus comme ça aussi. Sauf exception, tu vas voir des humoristes. Il y a une première partie, puis après, c'est 1h15. Puis zip-zap, c'est fini. Oui, on respecte vraiment la lettre. Le schéma narratif des premiers films aussi. Là, on retrouve beaucoup des scènes classiques, là, juste refait un peu, mais on n'est pas très loin. Est-ce que c'est le premier à l'époque qui était sur le schéma du fugitif ou c'était le deuxième? Il me semble qu'il y en a un qui... Ou je me mêle avec un autre film que Leslie Nielsen a fait. Par après, oui, tout à fait. Ça, c'était une parodie du fugitif. Oui, tout à fait. Genre. OK. C'était dans les années où Nielsen faisait plein de films et toujours des parodies. Autre que les Naked Gun, il en a fait quelques-uns. J'ai quand même une petite timeline assez intéressante pour l'univers Naked Gun, si on prend quelques minutes. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas... en fait, c'est pas le premier film. C'était inspiré d'une série télé. OK. Qui a seulement eu 6 épisodes en 1982. Donc, sur la chaîne ABC, ça s'appelait Police Squad. Est-ce que c'était avec... C'est avec Leslie Nielsen. C'était les frères Zucker, David et Jerry Zucker, Jim Abrahams. Donc, après avoir fait Airplane, puis je pense qu'ils avaient un coup de cœur pour Leslie Nielsen, qui avait un rôle de soutien dans ce film-là. Donc, on avait créé le personnage de Frank Drebin alentour de lui. À travers les années, c'est devenu un peu culte quand même. Puis, effectivement, si vous voulez faire un complément, vous n'avez jamais vu ça, ça vaut la peine d'écouter Police Squad, où on se moquait un peu du format du sitcom, finalement, de la télé. Alors, on a eu 3 films, évidemment, 88, 91, 94. Et je ne savais pas, ou en tout cas, j'avais juste complètement oublié, mais on a tenté d'avoir un 4e film avec Leslie Nielsen, quelques années avant sa mort. Il est décédé en 2010. Donc, à la fin, je pense en 2007-2008, dans ces années-là, où Leslie Nielsen, Frank Drebin, finalement, aurait entraîné un nouveau policier. Là, fait qu'on s'apprête à transmettre un peu le flambeau à une nouvelle génération. Et le titre, c'était Naked Gun, What For? For avec le 4. Okay. Et c'était Ed Helms. Non, excuse-moi, ça, c'était autre chose. Non, c'était celui-là? Oui, c'est ça, excuse-moi. C'était avec Ed Helms, qui était dans les films de Hangover. Oui. Okay. Qui aurait joué comme le nouveau policier. C'est ça. Je trouve qu'honnêtement, il aurait été un bon casting pour jouer Frank Drebin parce qu'il y a un côté très deadpan dans sa livraison.
puis je pense qu'il a un visage plus sympathique. Et je t'écoutais parler, puis c'est drôle que tu nommes Ed Helms, parce que je me demandais si aussi tu n'aurais pas préféré un Steve Carell ou quelque chose comme ça. Moi, je serais allé peut-être... Mais c'est vrai qu'il a fait Get Smart, qui était aussi un genre de comédie de police. Moi, je serais peut-être avec Jean-Paul Rudd, quelque chose de même. OK. Je pense l'avoir fait aujourd'hui, là. Et juste dire que cette version-là, ce scénario-là, était d'Alan Spencer. Puis là, si vous êtes fan des trucs obscurs des années 80, il avait créé une série qui s'appelait Sledgehammer, une série humoristique de télé qui se moquait des shows de policiers et tout ça, qui était très drôle. Encore là, je pense à une saison, mais je m'en rappelle quand j'étais jeune, c'était vraiment comme un nouveau type d'humour. Mais curieusement, les frères Zucker se sont opposés à ce film-là. Je ne sais pas pourquoi. Fait que finalement, ça n'a jamais vu le jour. Bien que David Zucker a refait une version, lui, en 2015. Donc, Paramount l'ont ramené dans le giron avec Pat Proft, qui était le co-scénariste du premier film, qui était aussi co-scénariste des Police Academy. Et là, on allait un peu ailleurs parce que Zucker avait l'idée que les films policiers, on n'en faisait plus et tout ça, c'était comme les espions à la mode. Fait que lui, il parodiait finalement Mission Impossible. Ça s'appelait Naked Impossible. Et là, le personnage, je ne sais même pas si c'était un Frank Drebin ou quoi, aurait été... Ah non, oui, c'était le fils de Frank Drebin, donc c'est là qu'ils ont l'idée d'avoir le fils de Frank Drebin qui était finalement un espion, et non un policier comme son père. Et ça aussi, ça a finalement pris le bord, on n'a jamais vu le jour. Fait que bref... il doit en avoir en tabarouette des projets qui ne voient jamais le jour, clair, des pitchs, c'est ça. Oui, c'est sûr. Et juste pour revenir, nous, on aime beaucoup s'amuser avec les titres de travail. On sait quand les films sont... Donc, j'ai le titre de travail de Naked Gun. Ça s'appelait Law of Toughness. Ouais, la loi du dur. Qui aurait pu très bien faire un film de Liam Neeson dans ses films d'action. Là. Ben oui. Donc, il n'est pas rendu cheesy à ce point-là. Ben, je pense que oui. Law of Toughness, c'est plus Frank Grillo. Law of Toughness. Donc, voilà pour Naked Gun. Donc, si vous voulez juste pas vous casser le basic, allez rire du divertissement léger. Honnêtement, je pense que les comptes outre-attente, ça avait vraiment le travail. D'ailleurs, d'excellentes critiques. Donc, est-ce le début d'une nouvelle franchise? Ou en tout cas, le début de ce genre-là, parce qu'on s'en souvient des années 90-2000, il y en avait beaucoup de films parodies comme ça. Là, on a un Scary Movie qui s'en vient derrière un nouveau. Fait que si lui aussi a un certain succès, j'ai hâte de voir. En même temps, il ne faut pas trop abuser de la formule, là, parce qu'à un moment donné, tout était parodié, puis c'était vraiment pas de très bonne qualité. Ouais, là. C'est ça, parce que là, t'avais de la parodie A, puis de la parodie B, puis là... Et même C, parfois. Oui, voilà. Il y en a qui ont fait leur carrière. Je me souviens plus, là, justement, les autres frères là, qui faisaient les frères catastrophes. Wayans, ouais, mais plus ceux qui faisaient Epic Movie, Date Movie, OK, c'était des frères aussi? Ouais, puis c'est ça, la plupart des gags, c'est à un moment donné, deux personnes se parlent, puis quelqu'un en background reçoit de quoi dans les couilles. Là. Okay. C'est comme ça tout le temps, là. Puis ça, c'était vraiment... On n'était plus dans la subtilité. Non, puis c'était fait pour faire du straight to DVD. Ben oui, tout à fait. Alors, restons dans la subtilité. Ah ouais? Ben oui, avec Together de Michael Shanks. OK. Je savais pas où tirer avec la subtilité. Un suspense d'horreur, un film de peur. Particularité de mettre en vedette Dave Franco et Alison Brie dans le rôle d'un couple, qui sont un couple dans la vraie vie, et comme toutes ces affaires-là, je trouve que ça ajoute un plus à l'écoute de cette vue-là. Après des années de vie commune, Tim et Millie se retrouvent à un tournant de leur vie en déménageant de la ville pour aller à la campagne. Elle est institutrice et lui est comme... disons, wannabe musicien, là, fait qu'il essaie que ses projets personnels marchent de plus en plus, mais sinon, il joue de la musique un peu pour d'autres pour arriver au bout du mois. Ça fait qu'on comprend qu'ils ont déjà beaucoup de tensions dans leur couple, mais quand même qu'ils s'aiment beaucoup. Puis surtout, est-ce qu'ils sont capables de vivre l'un sans l'autre, d'accepter ça, ou c'est plus simple de juste comme fermer sa gueule puis juste vivre ensemble? Et à ce nouvel endroit en campagne où ils seront, une promenade en forêt va créer un problème, puis une espèce de rencontre avec une force surnaturelle va menacer leur existence physique. Voilà. Alors, c'est un film de, comme je disais, d'horreur, mais de tension. On sent que... en fond, ça veut rien dire. Tous les films d'horreur, c'est un peu ça. C'est-à-dire que de plus en plus, ça va s'installer en eux, mais aussi le voisinage va sembler de plus en plus étrange. Donc, un voisin très sympathique, mais quand même très présent. Je dirais qu'on est
il y a un côté un peu body horror. Fait que, on n'est pas aussi loin que The Substance. Mais ça peut être un mélange un peu de ça avec le dernier film là, des frères Philippou aussi. Bring Her Back. Bring Her Back. Fait que on est un peu dans le film d'horreur, mais on n'est pas dans les jump scares nécessairement. On est vraiment dans des tensions, dans du weird, mais intriguant, mais assez bien fait quand même, honnêtement. C'est ça. On sent que c'est ça. C'est un film à petit budget. C'est un premier film pour Michael Shanks, qui a aussi écrit le film. Je pense que le risque, c'est de dire c'est un film de gore parce qu'il y a des transformations physiques. Mais justement, tu viens de nommer les Philippou, je les avais notés aussi. Eux, c'est des gars qui ont vraiment fait leur classe en faisant des effets pratiques puis d'affaires dégueulasses. Ce que dans le film, des fois, on va utiliser juste par ce qui est hors-champ, par nous... comment dire ça? Nous donner l'idée plutôt que nous le montrer. Puis au moment de nous le montrer, ben là, ça va couper parce que probablement que ça coûterait comme trop cher à faire ou que je sens qu'il y a beaucoup d'images promo utilisées avec un César, là, une scie électrique, puis des choses comme ça. Bon, ben, peut-être servira-t-elle dans le film. Ben, je trouve qu'au moment où elle sort, tu te prépares à te cacher les yeux, puis la scène est finie, parce que t'es comme, ils l'ont comme fait plus hors écran. Je pense que les Philippou, en voyant leur dernier film, ils auraient dit non, ça, probablement. on fait autour de cette scène-là, puis on va la voir, la dégueulasserie. Mais c'est pour ça que je parlais de subtilité, puis justement, je trouve que c'est la force, moi, du film que j'ai aimé, c'est qu'on est beaucoup plus dans la suggestion que de montrer physiquement des choses. Moi aussi, j'aime vraiment ça. Je pense juste que quelqu'un qui est fan de gore, puis de Terrifier, puis d'affaires comme ça, va être déçu du film. Oui, tout à fait. C'est plus ça mon astérisque. Et d'ailleurs, on le promouva beaucoup comme le meilleur film d'horreur de l'année, tout ça, mais je ne qualifierais pas de film d'horreur nécessairement. Ben, justement, Blague de couteau, c'est à double tranchant, ces affaires-là, je trouve, parce que chaque fois... Parce que moi aussi, je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur de l'année, mais là, on dirait que les gens, quand ils entendent film d'horreur, ils ont toujours en tête l'affaire la plus épouvantable, genre qu'ils vont pouvoir voir, puis qui va être dégueulasse, puis violent, puis c'est comme... Non, c'est pas ça. Moi, ce que ça me rappelait aussi comme un peu histoire et autres, c'est... ça vient de... j'ai oublié quelqu'un qui a écrit full d'horreur cosmique puis d'affaires comme ça. Puis c'était The Color Out of Space qui avait été fait en film il y a quelques années avec Nicolas Cage. Puis c'était une fameuse couleur indescriptible. Puis là, le film fait partie de... ça fait partie des critiques du film, c'est-à-dire que quand tu lis ça, ben, une couleur indescriptible, ben, tu la vis, mais quand tu la mets au cinéma, ben, t'as pas le choix de la mettre à m'amener, là. Fait que t'es rose, mauve, quelque chose, puis il y en a qui étaient comme, c'est pas de même, je l'imaginais, etc. Fait que, mais c'était une espèce de force qui rendait tout le monde fucked up, puis quand ils buvaient de l'eau, puis ça fait un bout, là, ça fait 3-4 ans, là. Fait que c'est un peu flou, mais c'est cette espèce de transformation physique, puis l'enquête, puis la ruralité, puis l'isolement. Et ce qu'il y a au centre de Together, qui en français au Québec s'appelle Inséparables, ben c'est cette idée du couple, donc de la codépendance ou de la liberté. Et certains personnages l'évoquent à des moments, c'est je pense qu'avec toi, je suis pas moi-même. Je sais pas je suis quoi moi-même ou parce que je suis toujours avec toi, mais finalement, peut-être que moi-même, ça être avec toi, puis que finalement, avant de te connaître, j'étais misérable. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve le film jongle avec le premier et le deuxième degré de cette idée-là. Là. Des fois, c'est subtil, des fois, c'est clair. Puis moi, ça me plaît beaucoup dans le cinéma d'horreur, quand on nomme souvent ceux des dernières années qui ont résonné auprès du public. C'est ceux qui ont une forme de message social, sans nous mettre quelque chose dans la gueule, mais au moins nous faire réfléchir et pas juste un bête tueur qui court après du monde. C'est des personnages complets et complexes. C'est ça. C'est ce qui est intéressant à voir. Je pense que Brie Franco, comme tu le dis, le fait qu'il soit en couple dans la vraie vie rajoute une dimension vraiment intéressante au film. Ils sont très bons les deux, même si j'ai un peu de misère avec Franco qui je sais pas s'il surjoue, honnêtement, je me rappelle pas trop de ses autres performances, mais il y a un style, il y a un delivery qui est un peu spécial. Là, mais... c'est vrai, je me souviens que t'avais pas renchéri, mais quand on est sorti de notre visionnement, des collègues de travail nous demandaient comment on avait apprécié ça, des fans d'horreur. Puis c'est ça, j'étais là. Des fois, Franco, il parle un peu en grinçant. « come on, we really need... » Puis là, je suis comme... Est-ce que c'est qu'il est vraiment... C'est son naturel d'être comme ça ou il pense que c'est de l'intensité d'être comme la gorge serrée un peu puis fait que moi aussi des fois ça me laissait comme pas
off Coco Banane pour me sortir, mais j'étais comme... ça se peut que cette personne-là, c'est ça son intensité, tu sais. Ouais. Puis je connais pas assez son œuvre. Dave Franco, c'est comme quelqu'un que... Je pense qu'il y a une collègue qui disait je pense que j'ai vu aucun film de lui, je sais même pas c'est qui. Puis j'ai regardé mon Letterboxd, puis j'ai vu genre 12 de ses films, puis j'étais comme c'est vrai, il était là-dedans. C'est vrai, il était là-dedans. C'est juste des petits rôles dans les il est en série, en B, ou des fois même en caméo, tu sais, parce que longtemps, il était le frère de l'autre. Oui, puis graffité alentour de Seth Rogen, toute cette gang-là aussi. Sauf que quand James s'est fait canceller puis qu'il a disparu, ben là, Dave a pris... pas sa place à James, mais sa place à lui-même, à Dave. Puis là, il est arrivé dans Bad Neighbors ou ces affaires-là avec Seth Rogen, justement. Puis, je sais plus, les Now You See Me, puis tous ces trucs-là. Là. Donc, moi, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Puis en plus, les critiques, je pense qu'à un moment donné, étaient à 100% sur Rotten Tomatoes. Il faut prendre ça avec un grain de sel, mais ça quand même part indicatif. Bien. Oui, puis c'était quand même sur plusieurs reviews. Là, fait que... Ce que je trouve, c'est plus... Je mets un grain de sel sur... Ça arrive souvent avec des films d'horreur, mais sur les films indépendants. J'adore ça. Le cinéma indépendant américain, c'est un de mes genres préférés. Tout genre confondu, mais une de mes origines de films préférés. Mais... c'est plus parce que ça commence tout le temps, genre un Fantasia, un festival très niché où le film est exactement à la bonne place. Fait qu'ils ont 100%, mais ils ont comme 31 critiques, puis c'est à des endroits pinpointés. Fait que je suis comme... Ça risque pas de descendre à 41%. Mais... Non, mais là, dans ce cas-ci, il était à 100 quelques reviews là, quand même. Fait que c'était quand même... Là, il était à 95 ou 14. Là, fait que ça demeure très élevé. Mais ça se dit, fait que ça avait juste encore plus piqué ma curiosité dans ce temps-là. Là. Ça me donne le goût de le voir plus. Donc, moi, j'ai pas été déçu. Mais c'est mieux qu'une grosse production qui est sous embargo jusqu'à la veille. Puis là, le vendredi, ça sort. Puis là, c'est comme 51%. Puis à partir de là, ça descend de 8%. Là. Donc, il y a un film qui est très curieux, très intriguant, puis en même temps, on donne pas toutes les réponses aux questions, là, fait qu'on sort de là, puis on n'en sait pas vraiment plus sur les origines de cette substance surnaturelle un peu, fait qu'est-ce qu'on ouvre la place à potentiellement peut-être une suite plus tard, je sais pas, mais en même temps, j'aime ça, cette aura de mystère-là. J'espère qu'ils feront pas de suite, parce que c'est sûr que là, on va tomber dans... Parce que, tu sais, ta suite, elle serait pas une enquête, elle serait probablement un autre couple qui va aller là, qui va se passer quelque chose, que là, on va nous en dire un peu plus, mais est-ce que tout... Je sais pas. Ça dépend. Je pense que l'univers peut être intéressant, tout dépendant de la façon qu'on l'aborde, là. Puis un petit mot sur Matt Shakman, justement, que c'est Michael Shanks. Matt Shakman, c'est Fantastic Four. Michael Shanks, dont il s'agit d'un premier film. Puis c'est un Australien. Fait que là, je sais pas ce qui se passe en Australie. Ça fait plusieurs années, il y a toujours des films d'horreur australiens. C'est drôle qu'on parlait des Philippous sans savoir. Eux sont néo-zélandais, je pense, par contre. Ça se peut, mais je pense qu'on demeurait. Leur base est en Australie et tout ça. Fait que bref, si vous aimez le weird, un peu le body horror, on peut mettre Cronenberg là-dedans quelque part. Je pense qu'il serait très fier de ce film-là. Tout à fait. Puis je veux juste faire un avertissement qu'on fait à l'occasion. Mon petit... pas un petit oiseau m'a dit, mais mon petit doigt me dit hâtez-vous, parce qu'avec Weapons de Warner, qui sort de Zach Cregger dans une semaine, le 8 août, ça, c'est un film d'horreur qui va être plus majeur, qui va ouvrir sur plus d'écran, fait que ça va mettre beaucoup de pression à Together, fait que je pense pas que ça va rester très longtemps à l'affiche, là. Tu sais, d'expérience, j'ai l'impression si tout va bien, 4 semaines, mais tu sais, dans certains écrans, je pense que dans 2 semaines, il va perdre beaucoup de plumes, même si le film est bon, même si les critiques sont bonnes, si le public n'est pas rapidement au rendez-vous. Tu sais, c'est un peu comme les films pour enfants, ou tu sais, des films de public précis, c'est difficile pour plusieurs cinémas d'en avoir plein en même temps. Avoir 2-3 films d'horreur en même temps, c'est pas utile. Fait que, comme là, déjà, je trouve que d'avoir Superman puis Fantastic Four, plusieurs cinémas qui doivent trouver ça difficile, ou plutôt comme rapidement, on va voir qui va survivre, qui va s'accrocher plus longtemps. Là. Fait que, bref, ça pour dire, dépêchez-vous quand même d'aller voir Together si ça vous intéresse. Et je vous recommande d'aller voir Together. Oui, tout à fait. C'est des films assez éclectiques cette semaine. D'ailleurs, on l'a pas dit. Souvent, c'est notre phrase de « pour tous les goûts ». Ça l'est littéralement. Une comédie, un film familial, un drame, un film d'horreur. On a vraiment de tout cette semaine. Et en terminant, petite anecdote assez humoristique, cocasse. Il y a quand même une scène
je dirais pas inoubliable. Dans mais... la cabine de toilette? Ouais, okay. qui va marquer, je pense. Oui, c'est ça. Et en fait, le réalisateur de Michael, la femme du réalisateur Michael Shanks, elle travaille pour une compagnie de jouets sexuels. OK. Et c'est elle qui a fourni les props pour la fameuse. Ah ouais, OK, c'est ça. Donc, je trouvais ça très drôle. Fait que, je sais pas, en même temps, on l'a pas vraiment dit qu'est-ce qui se passait avec eux, là. J'imagine que c'est... Nous, on l'a pas dit, mais c'est sous-entendu. Pas nécessairement cette scène-là, mais en général, là, quand j'ai décrit, j'ai rien dit. On peut laisser... Je pense que c'est mieux de laisser ça. La promo le laisse quand même sous-entendre, aller le découvrir. Puis j'avais vu aussi une critique d'un païen là, sur Letterboxd qui disait aussi comme écoutez quand même pas trop de bande-annonce si vous êtes intéressé, parce que c'est un film assez court, il me semble aussi, comme 1h40, 1h30, très, très efficace, parfaitement efficace pour le film, mais on dirait que ces films-là, tu sais, des scènes un peu d'horreur, il y en a peut-être, je sais pas, 6 dans le film. Fait que s'il y en a 4 qui a des images en bande-annonce, ça vient dégonfler un peu la balloune quand tu le regardes. Fait que, tu sais, laissez-vous porter. Fan d'horreur dans le grand spectre des films d'horreur, foncez, là, c'est vraiment une belle offrande cet été. Et une autre belle surprise, en tout cas dans mon cas, j'ai hâte d'avoir tes commentaires. Là, on va à l'international en France avec Je le jure de Sébastien Théis, je pense. Ouais, Théis, disons ça comme ça. Samuel Théis, en fait. Samuel, je m'excuse. Ouais. Qu'on avait découvert tous deux avec Petite Nature il y a quelques années, qui était son premier film où un jeune enfant, genre 10-12 ans, tombait comme en amour un peu avec son prof, mais son prof était en couple, puis là, ça le bouleversait et tout. Fait que ici, avec Je le jure, c'est un drame judiciaire. Fabio, qui a 40 ans, est assez bonasse, là, se laisse porter par la vie, les petits boulots. Il y a une relation avec une femme à peu près 20 ans plus vieille que lui, donc d'une 60aine d'années, qui est quand même cool parce que c'est quelque chose qui existe et qu'on voit. Oui, parce que on avait discuté dans le cas de Deux femmes en or, entre autres, on voit toujours des femmes plus jeunes que les hommes au cinéma. Fait que là, mais tu sens que même lui a un peu de misère à l'assumer, fait qu'ils vivent ça plus en cachette et tout. Et là, il est convoqué pour être juré pour le procès d'un jeune pyromane accusé d'homicide involontaire, donc l'incendie qu'il a commis a tué un pompier, qui a tenté d'intervenir et d'éteindre le feu. Fait que lui, il est juré là-dessus. Puis, il va un peu réaliser que, je sais pas, mais c'est comme si le chemin de l'accusé ressemble un peu au sien. Tu sais, lui n'est pas pyromane, mais cette espèce de... C'est des personnes qui sont très... en marge. Ouais, puis c'est-tu taciturne qu'on dit? Qui parlent pas trop là, de peu de mots, qui observent, qui ont peut-être une opinion, mais qui se laissent même pas l'avoir, puis ils subissent un peu le monde autour d'eux. Fait que ça devient pas une grande aventure de KPDP, mais c'est juste qu'il va être vraiment happé finalement par le processus de tout ça, puis se retrouver où là, sa voix et sa raison auront vraiment une importance là, puis là-dessus. C'est pas des comédiens très connus. On note quand même Marina Foy. On dit-tu le S? Foy? Ouais, je sais pas. Elle a vraiment le I très bon. Foy. Qui est la juge. Très bonne. C'est un rôle qu'on la voit pas très souvent là-dedans. Puis... T'sais, on apprécie beaucoup les drames judiciaires. On dirait vraiment que c'est à la mode. Il y en a eu au moins 4-5 par année depuis 2-3 ans. Là. Surtout du côté de la France. C'est ça. Puis je pense pas que c'est Anatomie d'une chute qui a lancé ça, parce qu'avec le temps de production, tout ça existait avant. Là. Fait que, ouais, c'est toujours intéressant de voir que ça ressemble à nous, mais pas tout à fait pareil non plus dans la manière de procéder et tout. Là. Surtout, on le voyait dans Anatomie d'une chute, là, le droit de parole est un peu différent. Voilà, je sais pas, je vais te passer un peu je te passe la barre. Ouais, c'est ce qui est intéressant, c'est que tout est filmé en fonction vraiment plus du jury. C'est vraiment très... quasiment un documentaire en quelque part. C'est très procédural. On montre vraiment toutes les étapes. Très intimiste, quasiment 8 clos par moment. Fait que... tout ça, moi, j'ai vraiment apprécié, honnêtement. Puis on n'est pas dans le jugement non plus des crimes. Tu sais, c'est pas... l'emphase n'est pas mise sur le crime lui-même, mais tout le procédé, le raisonnement. Fait qu'il y a vraiment un propos au film aussi, l'espèce d'idée de la sanction de peine. Fait que c'est vraiment bien écrit. Et puis, que je vais dire... fait que ça fait penser peut-être un peu... Ben là, c'est sûr qu'on
quand on parle de films de type-là, il faut parler de 12 Angry Men, là, le film, le classique film des années 50. Sinon, Jury Number 2 de Clint Eastwood aussi, il y a quelques années. Mais là, on était plus ailleurs, on était plus dans une histoire classique d'enquête, de crime, de résoudre et tout ça. Mais on montrait quand même beaucoup toutes les discussions, les pourparlers qui doivent être faites parmi les membres du jury là, pour arriver à une entente. Avec John Cusack aussi, Runaway Jury, qui a eu quelques années. J'ai pas vu, oui. Avec aussi... Ah merde, j'ai oublié... Gene Hackman était là-dedans aussi, là, justement. Fait que ça, c'est plus du monde qui essayait d'acheter les jurys. Fait que là, on est vraiment juste dans le quotidien banal d'un jury, puis des discussions, puis d'échanges d'opinions et tout ça. Fait que si ces gens-là vous branchent, vous aimez le drame judiciaire, parce que le jeu est très, très surprenant. Puis lui, Fabio, il rencontre aussi une autre jurée qui, finalement, il trouve très intéressante. Fait que l'on dirait que parler avec elle lui fait douter de sa propre vie puis sa relation avec Marie puis ces affaires-là. Fait que oui, il y a beaucoup du personnage et pas juste de l'enquête. C'est pas un film policier, c'est un film judiciaire. Tout à fait. Oui. Et comment un procès peut changer quelqu'un et tout ça. Fait que une belle petite surprise, honnêtement, le genre de film qui arrive un peu de nulle part. Pour le personnage de Fabio, j'ai lu que le réalisateur, qui est aussi co-scénariste, s'est inspiré de son frère, finalement. Ça a l'air que c'est le genre de personnalité que son frère a et qui était aussi en relation avec une femme plus âgée. Fait que c'est quand même drôle. Et là, on n'a pas le choix de... je voulais juste mentionner que Samuel T.S. est aussi un comédien. Oui, c'est ça. Puis en fait, il était dans Anatomie d'une chute. On en parlait. C'est lui qui faisait le mari décédé, là, dans le fond. Et il y a un mélange, tu parlais des comédiens qui sont tous très bons, mais il y a un mélange d'acteurs professionnels et non professionnels aussi dans le film, dont c'est Suleiman Sissé qui fait l'accusé, finalement, le jeune noir, qui est casting sauvage comme ça. C'est peut-être pas un comédien, mais il est venu passer des auditions pour le plaisir. Puis il y a le rôle. Il y a quelques autres personnages comme ça. Je pense à sa mère aussi, tout ça. Fait que moi, j'aime ça aussi, ce mélange-là. Jamais entendu le prénom Suleiman de ma vie, mais 2 fois cette année. Une fois le personnage, puis l'autre fois, cette fois-ci, le comédien. C'est assez drôle quand même. Et là, il y a toute une controverse aussi alentour du réalisateur de Thaïs, évidemment, qui était accusé d'agression sexuelle, donc il n'a pas fait de promotion du film. Et quand même, on a installé un drôle de protocole. Je ne sais pas si tu c'est arrivé pendant le tournage. C'est arrivé pendant le tournage. Et là, finalement, la production a comme décidé de... Parce que là, on n'avait pas le choix, il fallait compléter le film quand même. Donc, on a isolé le réalisateur à part de l'équipe. Alors, il était présent pour les répétitions avec les comédiens, tout ça, avant de tourner une prise. Les techniciens qui voulaient être présents pouvaient l'être. Ceux qui ne voulaient pas le confronter, eux attendaient. Finalement, lui, après avoir tout donné ses directions, allait dans une pièce à côté, dirigé par un micro, moniteur et casque et tout ça. Et après ça, les techniciens pouvaient rentrer et faire leur job pour le tournage de la prise. Fait quand même... mais ça paraît pas dans le film. C'est vraiment en lisant le dossier de presse puis tout qu'on voit ça. Mais c'est ça. En tout cas, je sais pas si c'est bien ou pas d'en parler, là, mais c'est pas avec une comédienne, c'est avec une histoire d'une technicienne. Un technicien, en fait. Un technicien? Oui, c'est ça. C'est une histoire de consentement que finalement, peut-être qu'il n'était pas tout à fait consentant. Mais... écoute, ça sera à la cour de décider si des accusations vont être portées ou non, mais moi, c'est quand même... reste quelque chose de très important à tout ça, puis c'est l'adage « Don't fuck with the payroll ». Fait que t'es en tournage, là, t'as beau faire un 5-7 avec l'équipe, là, personne couche avec personne. Puis après le film, quand ça sera fini, si vous voulez, vous ferez des dates puis des avances, là, mais genre, ça peut jamais bien finir. C'est toujours touché, évidemment. Le travail, c'est le travail. Et sinon, pour les familles, un autre film qui prend l'affiche, une suite, je pense quand même assez attendue. Le premier film avait été apprécié, que toi, tu as eu la chance de voir, mais pas moi. Faute de temps, mais surtout, j'avais pas vu le premier. Donc, écoute, moi, j'ai vu le premier Bad Guys. Je l'écoutais en fin de semaine dernière, en préparation à The Bad Guys 2, donc Les Méchants 2 au Québec. Et pour vrai, là, faute de temps, mais tu aurais très bien pu le voir sans voir le premier. Je vous fais l'annonce à la maison. Il y a même un petit rappel au début là, de qu'est-ce qui s'est passé, mais en gros, ce qui est sympathique dans le monde des méchants, c'est que tout le monde est des humains, sauf quelques animaux.
Puis ils sont très... comment on appelle ça? Donc, j'ai oublié le terme, mais qui agissent comme des humains. Là. Ils marchent... Anthropomorphique. Oui, c'est ça, exact. Ils marchent, ils parlent... Comme Zootopia. Là. Ouais, c'est ça. Mais les Zootopia, c'est tous des animaux. C'est vrai, t'as raison, ouais. Là, c'est juste... C'est un mélange de genres. Ouais, il y a juste certains animaux, ceux qu'on suit le plus. Fait que là, la gouverneure, c'est une renarde, mais c'est comme toutes ses assistants, c'est des humains. Là, genre. Puis personne ne pose de questions. Fait que les bad guys, ben, c'est l'idée par le loup, le Big Bad Wolf, le grand méchant loup. Puis, ben pas comme des contes nécessairement, mais c'est un loup, il y a un requin, un piranha, une tarentule, puis un serpent. Fait que c'est tous des animaux qui font peur un peu. Ouais, qui font peur. Puis là, ils ont tous des talents, des skills différents. Fait que dans le premier film, ben c'était 5 méchants, puis ils ont réalisé à un moment donné que finalement, être gentil, ça leur faisait du bien. Fait qu'ils ont essayé d'être gentils, puis ça a bien fini. Fait que là, ils sont en train d'être gentils. Mais finalement, c'est tough parce que comme des gens qui ont fait leur temps derrière les barreaux, ben, ce qui leur est arrivé, ben là, ils sont pas capables de trouver des emplois parce qu'on dit, ben là, pourquoi tu as un trou sur ton CV? Ben là, je peux-tu vraiment te faire confiance? Fait que, puis eux, ils étaient très connus, médiatisés comme étant les bad guys. Ils se faisaient appeler comme ça. C'est les méchants. Fait que, alors qu'ils essaient d'être gentils, ben, ils vont se faire un peu manipuler par une autre gang de méchantes qui vont essayer d'utiliser les méchants pour leur faire leur crime parce que le spotlight est sur eux et que personne ne croit qu'ils peuvent être repentis, dont la commissaire de police qui court après. Commissaire de police qui est joué par une humaine, justement. Elle c'est un des rares personnages qu'on suit beaucoup qui n'est pas un animal. C'est des voix originales, les 5 principaux, même 6-7 reviennent. Là. Sam Rockwell, Mark Maron, l'humoriste, Aquafina, Craig Robinson, Anthony Ramos, Zazie Beetz, ça revient tout. Puis dans les nouvelles méchantes, c'est Daniel Brooks, Natasha Lyonne et Maria Bakalova, qui est plus en rôle secondaire généralement, mais était surtout dans le dernier Borat, là, quand ils ont fait Borat 2, là, jouer sa fille et tout. Là, c'est là-dessus qu'elle s'est fait un peu reconnaître beaucoup. C'est très rythmé. C'est DreamWorks qui fait ces films-là. Très coloré. C'est à la hauteur de leur meilleure franchise, là, des Shrek, des Kung Fu Panda, Train Your Dragon. Je pense qu'ils ont trouvé aussi une façon de faire que ça leur coûte pas trop cher. Fait que c'est pas des films qui coûtent 200 millions. Mais ils sont très beaux. Comme on est dans du braquage, du vol, des heist movies, donc des films de braquage, c'est un peu inspiré Tarantino, je trouve, dans certains... Ben, Tarantino n'a pas fait des films de braquage, mais je sais pas pourquoi je dis Tarantino, mais on dirait que c'est à ça que ça me fait penser, peut-être à cause de... Pulp Fiction? Ouais, ou l'autre d'avant, là, voyons, Reservoir Dogs, là, un peu, mais... Sinon, des films cool, tu sais, des Danny Ocean, ces affaires-là. Fait que, tu sais, les lunettes fumées, il conduit une genre de prototype de Mustang, puis ils ont de la classe, il est en Tuxedo. Ben, des fois, ils sont paumés aussi, là. Mais il y a beaucoup de swag, c'est très film d'action, quasiment Fast and Furious, en fait, là, dans le montage et tout. Et ça devient super cool parce que des fois, on dirait qu'il y a des films animés qui, même s'il y a des animaux, des choses comme ça, ont un certain réalisme. Ben, dans celui-là, il y a un peu le côté très... c'est pas nécessairement Hanna-Barbera, mais genre comique, là. Comique dessin animé, ça fait pas de sens ce que je dis, mais genre la Looney gravité, Tunes là, peu, Looney Tunes, c'est ça. Ça, je cherchais, j'avais Mickey Mouse en tête. Tu sais, la gravité est pas tout à fait là, les proportions, les affaires. Tu sais, ça finit une espèce de... À un moment donné, ils vont dans l'espace, là. Ils l'ont fait, contrairement à Fast and Furious, là, ils l'ont assumé. C'est dans l'espace, un hélicoptère qui poursuit une navette, tu sais, des choses comme ça, mais c'est super sympathique. C'est pas un film qui est comme hilarant, parce que c'est surtout un film d'aventure. Il y a des petites morales et tout, mais c'est pas non plus un film qui est basé autour d'une morale ou d'une idée ou d'une maxime ou quelque chose comme ça. Tu sais, les méchants peuvent-ils devenir bons? Est-ce qu'on va leur faire confiance? Mais rendu là, tu écoutes l'aventure puis c'est tout. Fait que moi, j'ai préféré le deuxième, celui-ci, au premier. Le premier, je le trouvais sympa, mais prévisible. Puis celui-là, on dirait que je me suis plus fait surprendre par des revirements, par qui contrôle qui dans tout ça. Fait que je recommande chaudement. Puis c'est une belle période pour le film qui, je pense, aurait pu finalement arriver une semaine ou deux avant parce que peut-être qu'ils voulaient laisser toute la place à Elio puis au Schtroumpf, mais c'est pas des grosses sorties, là. Fait que je pense que le week-end passé, ça a commencé à manquer d'offrandes familiales. Fait que je crois que ça va être un bon mois d'août pour les Bad Guys et peut-être même plus parce que pas de gros films américains. On annonce beaucoup de choses pour l'hiver, là, mais... pour l'automne, c'est assez tranquille. Ouais, je me demande même le prochain familial.
animé, vite comme ça, ouais, je sais même pas. même pas. Fait que ça doit être quelque part en octobre, puis ouais, je l'ai oublié, là, mais... ouais, parce qu'on a sorti une bande-annonce là, pour un film de basket de chèvre, là, Goat, puis c'est en février, puis un prochain Pixar en février, fait que ça va être un gros début 2026, mais pour fin 2025, c'est plus mollo. C'est tout. Je souligne aussi La Pampa de Antoine Chevrolier, mais qui joue sur pas beaucoup d'écran, surtout à Montréal, parce qu'il y a... je veux pas mettre le pied dans la bouche, mais il y a des célébrations en ce moment. C'est-tu le mois LGBTQ+, Queer, Pride Month ou quelque chose comme ça, là? Puis je pense que c'est pas toujours le même mois partout dans le monde, une affaire de même. Fait que il y avait beaucoup d'événements autour de ce film-là à Montréal. J'ai vu de séances de discussion. C'est très singulier parce que c'est un film d'homosexualité et de motocross. Oh. Alors, faites les jeux de mots que vous voulez avec tout ça. Mais oui, c'est deux ados qui s'entraînent pour être des champions de motocross, là. Piste de dirt bike puis tout. Puis à un moment donné, il y en a un, c'est deux très bons amis, puis il va apprendre un secret sur son autre ami. Donc, il y a une relation homosexuelle avec, genre, une autre personne du village qui, lui, est un genre de père de famille. Pas exemplaire, mais tu sais, qui a une femme puis des enfants. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui refoule son homosexualité. Puis tout ça va chambouler leur vie. Fait que c'est quand même un genre de coming-of-age drame, sauf que c'est pas le personnage principal qui est dans le garde-robe ou quelque chose comme ça. C'est plus qu'il voit cette situation autour de lui puis les complications dramatiques que ça va avoir. On a un père qui pousse pour le sport sur son jeune. On a justement l'autre visage à deux faces qui assume pas... le jeune assumé dans son homosexualité, c'est l'autre, là, celui avec qui il y a une relation et tout. Fait que quand même, très bon film, très bon drame. La Pampa, j'essaie de comprendre pourquoi ça s'appelait de même, j'ai jamais compris. Puis à un moment donné, ils sont comme... ils font du motocross, puis il faut qu'on retourne sur la Pampa, c'est ça qui est important pour nous. Fait que là, je cherchais sur Internet, genre, c'est une région ou c'est un terme de dirt bike, de genre, la piste, on appelle ça de même, c'est un peu espagnol comme mot, mais j'ai jamais trouvé, puis c'est pas, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, si quelqu'un le sait, écrivez-nous. Écrivez-nous, c'est ça. Voilà, une chose intéressante dans le film, il y a Artus qui est dedans, qui est un comédien, qui est beaucoup un humoriste et qui est dans des comédies généralement, puis il a un rôle très sérieux dans ce film-là et il est très bon. Fait que peut-être que c'est en train de s'ouvrir des portes dans le jeu en général et pas juste la bouffonnerie. C'est tout. On va prendre une pause de 2 semaines. C'est autour de mes vacances. Je peux quand même noter qu'est-ce qui sort le 8. J'en ai parlé. Weapon de Zach Cregger, lui qui avait fait Barbarian. Très, très hâte à ce film-là. Aussi Amour Apocalypse de Anne Aymon. Ça, on ne veut jamais rien promettre, mais on devrait avoir un épisode spécial avec Anne et l'équipe du film je devrais être capable de mettre en ligne pendant mes vacances quand même, puisque le film sort le 8 et on veut en profiter. J'ai eu déjà la chance de le voir. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup les films d'Anne Aymon. Ça parle quand même d'éco-anxiété, d'amour un peu fantastico, des thèmes qui me rejoignent pour le meilleur et pour le pire. Alors, je seconde, c'est sûr qu'on dirait que voir Patrick Yvon dans un rôle d'anxieux, c'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire tant que ça. Mais il le fait si. Et oui, il est très bon dans ce film-là, très... on a beaucoup d'empathie pour son personnage aussi, justement. Le 15 août, Nobody 2, suite qui nous étonne, mais qui est cette fois réalisé donc avec... j'ai oublié le nom de Bob Odenkirk, c'est ça, qui est comme un ancien... un ancien John Wick, mettons, là, puis le sort de la retraite, pète des gueules, c'était ça qu'il y avait dans le premier, puis là, dans le deuxième, veut passer des vacances tranquilles, mais arrive à un endroit de merde, et j'ai oublié le nom du réal, mais c'est un réal qui fait des films d'arts martiaux indonésiens, là, je pense, je sais plus exactement où, mais pas chinois, pas japonais, là. Coréen, peut-être, non? Ouais, je pense que c'est plus l'Indonésie comme de... Fudge, là, la tour là, de Raid, là, ces affaires-là. Je pense que c'est plus de ce côté-là. Il va falloir que j'écoute le premier parce que je ne l'ai pas vu. Je pense que tu peux ne pas voir le premier, juste écouter le 2. Mais pour voir les différences, là, c'est ça. C'est ça. C'est pas des grands films. Je pense aussi que le running time est annoncé pour genre 85 minutes. Là, fait que on y va direct, la baston. Puis, écoute, on en reparlera comme on a fait pendant tes vacances. Là. Quand on reviendra le 22, on fera un recap. À bicyclette, super beau drame aussi. C'est un drame, comédie dramatique, mais voire documentaire où, j'ai oublié son Mathias Mécluse, je pense, et son ami Philippe Rebaud font un genre de pèlerinage à vélo. Ils partent de Paris et s'en vont jusqu'en Tunisie
parce que son fils avait fait ce voyage-là il y a 5 ans et on comprend que son fils s'est enlevé la vie 1 an avant leur voyage. Fait que c'est très émotif. C'est sur la vie, la mort, mais aussi l'amitié, parce que c'est quand même un périple qui devient difficile pour 2 bonhommes. Un en surpoids, l'autre un peu alcoolique quand même. Il y a des discussions à ce sujet-là dans le film. Fait que qui sont 2 acteurs de métier, de théâtre français là, dans cinquantaine, soixantaine. Mais c'est pas des visages les plus connus ici, là. C'est pas Daniel Auteuil, là. Fait que très beau film, sort le 15 à bicyclette. Et le 22, quand on reviendra, le drame Phoenix, avec entre autres Évelyne Brochu, qui se déroule en banlieue de Québec sur la base militaire. Avec plaisir qu'on pourra en jaser. Je sais pas si on va avoir l'occasion de jaser avec l'équipe. On est un peu tôt. On verra. Ouais. Mais j'ai un autre devoir, moi aussi, parce que il y a la suite de Freaky Friday qui sort aussi. Oui, je l'ai pas noté. C'est vraiment un film culte pour beaucoup de jeunes, Écoute, de gens de génération. Je sais c'est quoi, mais je pense même pas que je l'ai vu. Je pense pas que je l'ai vu. Moi, j'ai jamais vu. Parce que c'est sorti genre en 2000-2002, sûrement. Ouais, c'est ça. Je pense que j'étais juste trop vieux. J'ai des amis qui ont écouté ça, mais tu sais, je devais avoir comme 14, puis c'était comme, moi, non. Ouais, c'était plus comme les 10-12 ans. En fait, c'est qu'il a propulsé Lindsay Lohan, qui est devenu un vrai phénomène pendant quelques années. Fait que je fais un devoir d'écouter l'original, juste là, pour ce qu'il y a de curieux avec ça sort le 8 août, un vendredi, encore plus dingue, c'est que elle a eu là sa résurgence avec des films Hallmark, finalement, à la Hallmark, mais sur Netflix. Elle a un deal avec eux. Puis ça a aussi relancé Chad Michael Murray, qui est aussi le beau gosse de l'émission Les Frères Scott. Et là, ils ont fait un rom-com comme ça de Noël, puis un autre film. Puis là, même lui, il est dans ce film-là aussi. Il joue son ex, je pense, ou quelque chose de même. Puis là, comme c'est toute bonne suite d'une proposition précise, là, c'était que la mère et la fille échangeaient de corps. Ben là, on ajoute l'autre fille, parce qu'il y a 3 générations, plus l'ami de la fille. Fait que là, ils sont 4 à toutes changer de corps puis devoir faire comme si de rien n'était puis trouver une solution. Fait que, des situations folles. Ouais, tout à fait. Mon genre de comédie. Ça, mais... il y en a tellement eu des Il y a Lindsay Lohan, mais voyons... Jamie Lee Curtis. Je pense que tout le monde aime Jamie Lee Curtis. Comment elle rootait pour Kiwi Kwan, puis... voyons, Michel... Yeo, genre à l'époque de Everything Everywhere aux Oscars. Il faudrait se faire un palmarès de films de changement de corps, de trucs. Il y en a quand même eu. Il y a eu aussi Freakier, qui était comme avec Vince Vaughn, là, de tueur en série qui change. Avec... il y en avait aussi avec... C'était un voleur, mais... avec Rob Schneider, là. Début 2000 aussi, il y en avait un. Il se retrouvait... c'était une fille... vraiment, là, tu sais, à la Clueless, là, c'est ça, là, genre Beverly Hills, super riche et tout, puis un voleur minable avec la gueule de Rob Schneider, puis là, il se retrouvait à swapper, fait que là, la jeune fille avait le corps de Rob Schneider, fait que là, elle apprenait à briser les tabous de la superficialité. Plus petit, il y avait eu Vice Versa, avec Fred Savage, qui était dans... Fred Savage, c'est ça, Wonder Years, donc c'était les grosses années, et Judge Reinhold, donc père et fils. Et Like Father, Like Son aussi, avec Kirk Cameron, The Growing Pains et Dudley Moore, fait que ça faisait partie, là, souvent des films à même thématique qui sortent la même année. Tu vois, ça marque vraiment de génération, parce que tu en nommes 2 de ta jeunesse que j'ai jamais entendu parler de ma vie, puis je peux te nommer ceux de moi, ma jeunesse et tout, là. Et bien sûr, mon préféré avec Franck Dubosc. Oui, puis sa famille qui flippe, là. Ouais, puis ça aussi, il y en a 2, je pense. Oui, je pense que... Bref. C'est une belle outro. Bref, contactez-nous balado@monciné.ca. Je vous répondrai peut-être pas dans les plus brefs délais. Et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et on vous invite encore une fois à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et petits conseils. Si jamais vous décidez d'aller pour une promenade en forêt, planifiez d'amener pas mal de bouteilles d'eau.